Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cycle de webinaires discutant des antibiotiques. Voici le programme de ce soir. Le docteur Fabiana Dal Pozzo va nous parler de l'utilisation des antibiotiques qui a fortement réduit chez les bovins. Ensuite, nous allons avoir le docteur Lynn de Gilles qui va nous parler du Mycoplasma bovis. Et enfin, nous terminerons notre soirée avec le docteur Calix Bayrou qui nous parlera de la nutrition et du socle sur la santé des veaux. Je vous rappelle également qu'il y aura une formation webinaire le 8 mars dans l'après-midi, reprenant particulièrement les sujets pour les élevages bovins laitiers. Cette même formation sera donnée en allemand pour les éleveurs germanophones le 10 mars également dans l'après-midi. Quelques petits rappels pour ce webinaire pour que nous puissions tous nous comprendre. Je vous rappelle d'éteindre vos micros, d'éteindre votre caméra. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez via le chat et nos orateurs vous répondront oralement à la suite de leur présentation. Enfin, pour les vétérinaires participant à ce webinaire, vous pouvez avoir une attestation de participation en répondant à la question qui vous sera posée en fin de webinaire à l'adresse suivante, donc info@amcra.be, et ce, avant demain 20 h. Je vous rappelle également que toutes ces présentations vous seront visibles sur YouTube. Nous enregistrons donc cette présentation ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. L'antibiorésistance est un sujet qui occupe le monde bovin et le monde de l'élevage depuis un moment déjà. Pour pouvoir avoir la capacité de continuer à traiter les animaux, les éleveurs et les vétérinaires ont cherché à améliorer leur approche globale de la médecine vétérinaire. Ce soir, nos orateurs vont vous proposer une piste de réflexion. Nous allons commencer par le docteur Fabiana Dal Pozzo. Donc, Fabiana est vétérinaire. Elle possède un doctorat en sciences vétérinaires. Elle travaille à la recherche microbiologique et épidémiologique de l'Université de Liège à partir de 2008 et ce jusqu'en 2016. Et en 2016, Fabiana est devenue la coordinatrice de la SBL AMCRA. Fabiana, je te cède la parole et je te laisse le partage d'écran. Merci beaucoup Aline et bonsoir à tout le monde. Donc je vais essayer de faire rapidement le partage de l'écran et de démarrer donc avec ma présentation. Alors à partir de maintenant, je ne vois plus si vous posez des questions dans la chat, mais comme Aline vient de le dire, à la fin de la présentation, s'il y a des questions, ben voilà, je vais bien y répondre. Alors, bonsoir aussi de mon côté, merci de cette introduction. Et voici donc le titre de ma présentation pour ce soir. Moins d'antibiotiques et moins de résistance, chez les bovins aussi. En effet, ce que je veux essayer de faire avec vous, c'est de stimuler à une réflexion qui puisse nous conduire finalement à être unanime dans le fait qu'il s'agit d'un combat, celui contre la résistance aux antibiotiques, qui concerne tout le monde et également donc nous et vous impliqués dans la gestion de la santé bovine. Alors, je démarre tout d'abord avec des données que nous avons, dont nous disposons actuellement, des données d'utilisation des antibiotiques en Belgique chez les animaux. Il s'agit de données qui sont issues d'informations liées à la vente des antibiotiques en Belgique. Donc, il ne s'agit pas de données d'utilisation en tant qu'utilisation à la ferme, mais donc de données de vente.
Alors, ces données de vente nous ont quand même permis d'établir en 2014 un premier plan de réduction des antibiotiques chez les animaux en Belgique. Un plan qui comptait 3 objectifs de réduction par rapport à 2011. Le premier objectif était celui de réduire de 50% l'usage total des antibiotiques. Et là, nous avons abouti à une réduction de 40% à la fin de 2020. Le deuxième objectif était celui de réduire de 75% l'usage des antibiotiques d'importance critique. Je rappelle qu'il s'agit d'antibiotiques tels que les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e et 4e génération. Nous avons obtenu à la fin de 2020 une réduction cumulative de 70%. Et pour finir, le troisième objectif concernait les aliments médicamenteux contenant des antibiotiques, avec un objectif de réduire 50% pour 2017. Cet objectif a été atteint à la fin de 2017 et dans les années suivantes, il y a eu une poursuite de la réduction pour en arriver fin 2020 à une réduction de 70%. Bon, comme je dis tout à l'heure, il s'agit de données de vente. Qu'est-ce qu'on en est maintenant des données d'utilisation? Bien, les données d'utilisation dans les élevages, ils sont connus grâce à la collecte de données qu'on réalise via Sanitel-Med et via des autres systèmes tiers tels que le BIGAM en Wallonie ou l'AB-Registre en Flandre, grâce à l'encodage que le vétérinaire fait après l'utilisation qu'il fait d'antibiotiques dans les élevages. Grâce à cet encodage, les données parviennent à l'ANCRA et on peut réaliser donc des analyses qui nous permettent donc de pouvoir réaliser aussi des statistiques d'utilisation par espèce et par catégorie animale, comme dans le cas des porcs, où vous voyez dans la slide, tout à gauche, vous voyez les porcelets, ensuite les porcelets sévrés, les porcs à l'engraissement, les reproducteurs, ensuite les poulets de chair, les poules pondeuses et l'utilisation chez les veaux de boucherie. Et comme vous constatez, sur les 3 années qui sont présentées pour chacune de ces espèces, 2018, 2019, 2020, il y a des espèces pour lesquelles, ou des catégories animales pour lesquelles on constate qu'il y a une certaine stagnation de l'utilisation d'année en année. Dans des autres, par exemple, comme les veaux de boucherie, où il est très évident qu'il y a d'année après année, une réduction progressive. Eh bien, qu'est-ce qu'on en est de nos bovins? Malheureusement, pour les bovins laitiers, même s'il y a une collecte de données qui a déjà démarré depuis quelques années, les données ne sont pas suffisamment bonnes, ne sont pas suffisamment fiables et représentatives pour le secteur pour pouvoir nous permettre finalement déjà de publier des données comme celles que vous voyez projetées en ce moment. Donc, il faudra attendre que les données soient correctes pour pouvoir vraiment passer à une réflexion qui concerne le secteur bovin. Alors, si vous êtes intéressé par rapport à ce sujet, donc le sujet en tout cas du futur lié à la quantification des antibiotiques en élevage bovin, je vous invite à suivre le webinaire du 8 mars dans lequel je donnerai une présentation qui portera vraiment sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse alors aux bovins? Parce que finalement, l'approche qu'on doit avoir au problème de l'antibiorésistance est une approche une seule santé. Et c'est bien cette approche qui a été choisie dans le cadre du plan d'action national contre la résistance aux antimicrobiens qui a été développé et validé en Belgique depuis novembre 2021. Dans ce plan d'action, il y a des activités qui sont propres aux piliers des animaux,
animaux de rente et animaux de compagnie. Il y a des activités propres au secteur des humains, hein, de la santé humaine, et propres à l'environnement. Mais il y a aussi des actions transversales et communes à chacun de ces piliers. Donc, c'est vraiment la force de cette approche qui permettra dans les années suivantes d'avoir, nous espérons, encore des résultats et une amélioration générale de la situation en termes de résistance aux antibiotiques en Belgique. Alors, par rapport à cette résistance, quel est finalement le problème? Qu'est-ce qui engendre ce problème? Pour le secteur humain, pour la santé humaine, il y a des données chiffrées qui nous permettent finalement déjà maintenant d'avoir une idée de l'impact du problème en termes de décès, par exemple, en termes de coûts annuels liés à l'antibiorésistance, tandis que dans le secteur des animaux, nous ne disposons pas de ce type de données, malheureusement, mais nous pouvons quand même dire que la résistance aux antibiotiques, même dans le secteur des animaux, amène à des échecs thérapeutiques, amène à une augmentation de la durée moyenne du traitement, à une augmentation de la mortalité causée par des pathologies qui ne sont plus traitables, mais aussi ça va avoir à des répercussions au niveau financier avec une diminution par exemple des revenus économiques si on pense voilà, à mortalité dans les élevages ou échec thérapeutique et tout ça, ça a un impact sur l'image du secteur et sur l'opinion publique également. Alors, il ne faut pas non plus oublier que quand il y a des bactéries pathogènes résistantes qui se développent chez nos animaux, le contact direct avec ces animaux par des professionnels tels que les éleveurs, les vétérinaires, les travailleurs en abattoir, fait que ces catégories professionnelles sont plus à risque d'avoir une transmission de ces bactéries pathogènes résistantes. Et donc, le problème de la résistance aux antibiotiques est également un problème qui peut devenir une zoonose. Alors, il est très intéressant de parler brièvement des résultats de cette opinion scientifique publiée récemment par l'EFSA. Une opinion scientifique dans laquelle les experts sont allés voir quelles étaient les bactéries résistantes les plus fréquemment rencontrées chez l'espèce bovine en Europe. Il s'agit donc d'un inventaire d'espèces bactériennes résistantes qui peuvent poser des soucis de santé chez les bovins. Alors, la suite de ce travail consistera vraiment à évaluer quel est le risque, de quantifier vraiment les risques et de voir si, par exemple, il faudra mettre en place des systèmes de surveillance spécifiques ou des systèmes de contrôle spécifiques pour ces pathogènes résistants chez les bovins. Alors, le résultat de ce travail a mis en évidence qu'en Europe, au moins 2 bactéries sont sans doute intéressantes en termes de risque pour la santé bovine, bactéries qui peuvent poser des problèmes quand ils sont résistantes. Et il s'agit de l'Escherichia coli et du Staphylococcus aureus. Et comme vous le savez, il s'agit de pathogènes qu'on rencontre en santé bovine, santé mammaire également. Alors, l'ARSIA, elle publie en effet de manière périodique un rapport qui s'appelle rapport antibiogramme. Il s'agit d'un rapport qui est à libre consultation à partir du site de l'ARSIA et il est très intéressant à consulter parce que vous pouvez y retrouver à l'intérieur toute une série d'informations qui concernent notamment la prévalence de résistance des pathogènes bovins. En effet, l'ARSIA, dans 91% des cas, des antibiogrammes, fait des antibiogrammes qui sont prélevés à partir des bovins, hein, d'échantillons de provenance bovine.
Dans 37% des cas, il s'agit d'échantillons qui ont été prélevés du lait. Et à partir du lait, on y retrouve à l'Arcia des pathogènes majeurs de mammites, tels que, évidemment, les E. coli et aussi le Staphylococcus aureus, qu'on a cité également dans le rapport de l'EFSA. Alors, heureusement que pour ces pathogènes, rencontrés en santé mammaire, les niveaux de résistance sont faibles. Mais ça n'empêche que ici, le message est évidemment de continuer à prélever des échantillons, non seulement pour avoir une idée du diagnostic essiologique, mais également pour pouvoir réaliser des analyses telles que l'antibiogramme et donc de continuer à avoir une évaluation périodique du niveau de résistance de ces pathogènes isolés de la santé mammaire. Alors, dans le 63% des cas, les antibiogrammes à l'AMCA sont réalisés, à l'Arcia, pardon, sont réalisés à partir d'autres échantillons qui ne sont pas donc des échantillons d'origine mammaire, mais alors à partir du digestif, du respiratoire, prélevés à partir de pathologies systémiques et autres. Et à nouveau, ce n'est pas une surprise, on y retrouvera, oui, l'Escherichia coli, à nouveau, je vous rappelle l'étude de l'EFSA. Alors ici, ce qui est différent, c'est que l'Escherichia coli prélevé à partir du digestif ou à partir de prélèvements systémiques, lui, il a ici un profil de résistance acquise complètement différent par rapport à celui isolé à partir du lait. Et donc, on constate qu'il y a des niveaux de résistance beaucoup plus élevés. Et donc, de là, l'importance encore plus de monitorer ces résistances en faisant à nouveau des prélèvements et en faisant ces antibiogrammes. Alors, je tiens maintenant à me rappeler quelques concepts vraiment de base qui sont vrais en termes de bon usage des antibiotiques qui s'appliquent à la santé bovine, mais qui s'appliquent en réalité à toutes les autres espèces animales. Mais ici, spécifiquement, comme nous sommes en train de nous occuper de bovins, voici quelques exemples spécifiques aux bovins. Alors, tout d'abord, l'importance du diagnostic vétérinaire. Il est essentiel, avant de démarrer tout traitement, que le vétérinaire soit appelé et qu'il puisse donc rapidement poser un diagnostic, que ce soit un diagnostic sur la base d'un examen clinique ou encore mieux accompagné d'un examen complémentaire. Alors ici, il ne faut pas nécessairement avoir des examens complémentaires de laboratoire, et je veux dire par là de la bactériologie, mais bien évidemment que s'il y a une suspicion de pathologie bactérienne, l'analyse du labo par bactériologie et éventuellement par antibiogramme va clairement aider dans le choix des antibiotiques. Plus spécifiquement, dans le cadre du traitement d'animaux en groupe, alors là, il est encore plus important d'avoir un diagnostic essiologique, d'avoir une idée vraiment du pathogène impliqué, de sa contagiosité et donc du risque réel que des animaux qui ne sont pas encore malades dans le groupe au moment de la visite du vétérinaire, mais qui puissent éventuellement le devenir dans les heures ou les jours suivants. Et c'est comme ça que le vétérinaire peut choisir alors de mettre en place un traitement qui n'est pas seulement curatif, mais qui peut être aussi métaphylactique. Donc, ça veut dire traiter des animaux, comme je disais, qui ne présentent pas encore de signes de maladie, mais qui sont à risque, à fort risque d'infection. Alors là, il faut sans doute dire un mot à propos du traitement préventif. Le traitement préventif est tout à fait interdit.
à partir du 28 janvier 2022, à partir vraiment du moment où ce règlement européen est entré en vigueur. Le traitement prophylactique d'animaux en groupe est interdit. Il ne reste que la possibilité de traiter de manière prophylactique un animal, un individu, comme il est le cas par exemple de l'utilisation des antibiotiques en césarienne. Donc, il est hors question maintenant de faire des traitements prophylactiques en groupe. Et donc, pour des traitements en groupe, il n'y aura que des traitements thérapeutiques, curatifs, pardon, et métaphylactiques. Alors, pour aider encore le vétérinaire dans son choix, on a développé un arbre décisionnel dans le cadre d'un groupe de travail à l'AMCRA, un arbre décisionnel qui permet effectivement aux vétérinaires, en fonction de la suspicion et en fonction du résultat d'examens complémentaires et essiologiques, par exemple, de décider quelle est l'approche thérapeutique et donc quel est le meilleur choix en termes d'antibiotiques. Et s'il faut passer par des examens complémentaires tels que les examens de laboratoire et un antibiogramme, eh bien, il faudra y passer pour avoir un choix raisonnable. Alors, un autre point intéressant en santé bovine est celui qui concerne clairement les élevages laitiers et le tarissement. Alors, le tarissement ne doit plus être un tarissement systématique avec antibiotiques, mais on doit progressivement essayer de passer vers un traitement sélectif au tarissement avec les antibiotiques. Alors, il s'agit d'un sujet que nous allons aborder de manière beaucoup plus exhaustive au cours à nouveau du webinaire du 8 mars. Mais si vous êtes intéressé déjà par rapport au sujet, je vous invite à aller consulter sur le site de l'AMCRA l'un des derniers avis qui ont été publiés pour les bovins, pour le secteur bovin, est justement celui qui concerne le tarissement et le tarissement sélectif. Mais on en parlera plus dans le webinaire du 8 mars. Alors, j'arrive juste vers la fin de ma présentation où je tiens à vous présenter maintenant les 4 objectifs de réduction qui se trouvent dans le plan d'action nationale dont je vous ai parlé tout à l'heure au début de la présentation. Hein, donc, dans le cadre de ce plan One Health de la Belgique, on y retrouve, je vous ai dit, des actions propres au secteur animal, mais on y retrouve aussi des objectifs de réduction propres au secteur animal. Alors, c'est d'ici 2024 qu'on doit réaliser ces objectifs. Alors, voyons en revue un peu quels sont ces objectifs. Alors, le premier est un objectif qui finalement ne concerne que les espèces animales qui sont déjà maintenant intéressés par la collecte de données en élevage. Et donc, j'en ai parlé au début de ma présentation, uniquement les porcs, la volaille et les veaux de boucherie. Ce sont ces animaux, ces espèces pour lesquelles on a des données spécifiques au niveau du secteur. Hein, vous les avez vues, vous avez vu les données au début de la présentation. Et ce n'est donc pour ces espèces qu'on peut avoir un objectif de réduction aussi au niveau de chaque élevage. Et on peut aussi avoir comme objectif de faire en mesure que les utilisateurs qu'on appelle en zone d'alarme, hein, donc des utilisateurs qui sont vraiment très longtemps dans une zone rouge du benchmarking, ben, on doit pouvoir atteindre un maximum de 1% de ces utilisateurs en zone d'alarme d'ici à 2024. Pour être donc clair, ce n'est pas un objectif qui concerne maintenant les bovins. Pourquoi? Parce que pour les bovins, nous n'avons pas encore un système de benchmarking avec une définition d'utilisateur en zone d'alarme. Alors,
par exemple, pour les porcs, je choisis ici de vous présenter le trajet de réduction pour les porcs. Pour les porcs où on a déjà des données depuis des années et des années, ben, il a été possible de définir un trajet de réduction d'ici à 2024 avec des seuils de limites qui définissent les zones de benchmarking vert, jaune et rouge. Et donc, de cette manière, pouvoir d'ici 2024, pouvoir définir quels sont les utilisateurs en zone, par exemple, d'alarme. Deuxième objectif de la vision 2024 est l'utilisation totale en antibiotiques. Si vous vous souvenez, au début de ma présentation, je vous ai dit qu'on a réduit déjà de 40% l'utilisation totale par rapport à 2011. Eh bien, d'ici 2024, on doit réduire de 65% par rapport à 2011. Donc, il nous reste 25% de réduction encore à réaliser. Il y a aussi un objectif qui concerne spécifiquement la colistine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un antibiotique très, très, très précieux, critique pour la santé humaine. Et donc, l'utilisation qu'on en fait en médecine vétérinaire doit être conscientisée, très prudent. Et donc, un objectif spécifique a été identifié pour la colistine. Et alors, un autre objectif spécifique, c'est toujours aussi pour les aliments médicamenteux. Pour 2024, on doit réduire de 75% par rapport à 2011 et d'ici 2030, l'objectif est d'aller vers une utilisation nulle de ce type d'aliments médicamenteux. Je termine avec ma présentation avec quelques liens utiles si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Vous pouvez visiter notre site de l'AMCRA ainsi que le site du Vademecum et nous écrire à l'adresse info@amcra.be. Et comme Aline l'a dit, si vous êtes intéressé dans les webinaires présents ou webinaires passés ou futurs, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube dans laquelle vous y retrouverez tous les webinaires qu'on a réalisés. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci Fabiana. Il y a actuellement une question du docteur Gloaki, Jean-Luc, donc qui demande si les décès suite à une résistance antimicrobienne, est-ce que les chiffres ont tenu compte de ce que les gens avaient ingurgité comme antibiotiques pendant toute leur vie? Ah, donc c'est par rapport donc la mortalité si en humaine, oui. Ce sont des chiffres, la mortalité, les 530 décès annuels, ce sont des personnes qui sont décédées par des pathologies causées par une infection causée par une bactérie résistante. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui sont hospitalisées, personnes aussi qui appartiennent à des catégories à risque telles que par exemple les personnes âgées ou des immunocomprimés. Donc voilà les catégories qui sont plus à risque d'infection de manière générale. Hein. Mais voilà, on n'a pas donc tenu compte s'ils avaient dans quelle proportion, dans quelle quantité ils avaient utilisé des antibiotiques. Mais s'il s'agit de décès directement, qu'on peut mettre directement en lien avec une infection bactérienne résistante. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat à l'heure actuelle. Ok, ben, merci beaucoup. On peut passer à Linde. Donc, je vais vous présenter l'oratrice suivante, qui est la vétérinaire Linde Gilles. Donc, Linde a obtenu son diplôme de vétérinaire à l'Université de Gand en 2014. Elle a intégré ensuite le département de médecine interne des grands animaux, toujours à Gand. Et elle a obtenu sa thèse de doctorat en 2018. Cette thèse était sur le Mycoplasma bovis.
Depuis novembre 2018, Linde a rejoint la clinique des ruminants et des porcs de la faculté de médecine vétérinaire de Liège. Elle y est là en tant que résidente pour un collège européen. Et en plus des activités cliniques qu'elle exerce au sein de l'université, elle se focalise sur des recherches sur les problèmes respiratoires et sur le Mycoplasma bovis. Linde, je te cède la main maintenant. Merci pour l'introduction. Là, je vais partager mon écran et normalement, vous voyez mon écran maintenant. Ok, bon. S'il y a quelque chose, moi je vois le chat, donc je vais essayer de répondre à les questions quand ils viennent. Voilà, bien sûr, on va parler de Mycoplasma bovis et ma présentation ne veut pas avancer. Ah, voilà. Oui, on a fait la présentation, Linde. Oui, mais elle ne voulait pas avancer. Ok, mais donc voilà, je me présente, Linde Gilles, et je travaille à l'Université de Liège, comme déjà dit. Et aujourd'hui, on va parler de Mycoplasma bovis. Et qui est Mycoplasma bovis? Linde, excuse-moi, nous ne voyons pas du tout ta présentation. Je pense que tu es sur ton deuxième écran. Voilà, là on voit. On voit ta cellule. Oui. Désolée. Mais donc, de qui on parle? On parle de Mycoplasma bovis. Et donc, Mycoplasma bovis, c'est une bactérie qui est très, très particulière parce qu'en fait, c'est une des bactéries les plus petites dans le monde. C'est en fait une des cellules vivantes les plus petites dans le monde. Et ça a des conséquences parce qu'en plus d'être le plus petit, il n'a pas de paroi cellulaire. Et c'est cette paroi cellulaire qui, en général, va être les antibiotiques vont focaliser le paroi cellulaire pour avoir leurs effets. Et donc, comme il n'a pas de paroi cellulaire, en fait, il y a une résistance naturelle contre certains antibiotiques. En plus de ça, il a plein de facteurs de virulence qui vont faire que Mycoplasma bovis devient encore plus difficile à lutter contre qu'il est déjà. Parce que comme il est si petit, en général, le plus petit qu'ils sont, le plus difficile qu'ils sont à lutter. Mais donc, en plus de ça, on a des facteurs de virulence comme les VSP, ce qui sont des protéines de surface variables. Et comme on connaît tout maintenant, grâce au Covid, la différence entre des anticorps et des antigènes, voilà, les protéines de surface, c'est des antigènes de mycoplasma. Donc, en fait, notre corps, le corps du veau, il va reconnaître ces anticorps, ces antigènes, et il va commencer à produire des anticorps contre ces antigènes. Et en général, la production des anticorps, ça prend entre 7 et 14 jours. Maintenant, comme je disais, c'est des antigènes de surface variable. Mycoplasma, il sait changer ces antigènes, il sait changer ces protéines, et les anticorps qui ont été produits, qui prennent 2 semaines pour être produits, en fait, ils ne vont plus reconnaître ce mycoplasma et ils vont devoir s'adapter de nouveau pour pouvoir lutter contre ce mycoplasma. Et ça fait que notre immunité de notre veau, il va souvent être trop tard et il va chaque fois être en retard, il va être tout petit peu trop tard. Et comme ça, on a des maladies qui prennent beaucoup de temps à être guéries. En plus, Mycoplasma peut créer aussi un biofilm. Il peut se cacher dans ce biofilm et une fois qu'il est dans ce biofilm, en fait, il est bien protégé. Il est protégé contre la désinfection, il est protégé contre la sécheresse, tout ça dans l'environnement, mais il est, par exemple, probablement aussi protégé dans le corps, dans son biofilm, contre les antibiotiques, contre les anticorps et contre les cellules immunitaires. Et ça veut dire que si on a un animal qui a eu une infection à cause de Mycoplasma bovis, qui a encore un foyer de mycoplasma, par exemple dans la mamelle, il y a un moyen qui reste là dans son biofilm et il attend le bon moment de nouveau commencer à se multiplier et à de nouveau faire des dégâts. Et en plus de tout ça, si ce n'était pas encore assez, il a aussi un effet d'immunomodulation. Donc en fait, il peut activement augmenter ou diminuer la réaction des cellules immunitaires
quand il diminue l'action, ben bien sûr, ça veut dire qu'il y a moins d'immunité et donc qu'il a plus de place pour faire des dégâts, pour se multiplier. Mais ça veut dire aussi que des autres bactéries et des autres virus respiratoires, par exemple, vont avoir plus d'opportunités d'entrer dans le corps et de faire des dégâts. Et c'est pour ça que Mycoplasma, on le trouve, en général, on le retrouve avec des autres germes et ensemble, ils font la grosse fête et ils font des pneumonies, par exemple. Maintenant, est-ce que Mycoplasma, c'est une problématique belge? Ben, en fait, oui, mais pas dans le... C'est pas très récent. On a des rapports de 1980 où il y avait déjà du Mycoplasma bovis en Belgique, mais on voit que dans le temps, la problématique est devenue plus large. Quand on regardait en 2019 les fermes laitières, il y a une étude qui a fait des cultures de lait de tank, ben en fait, il n'y avait que 1,5% qui étaient positifs. En 2011, il y avait 11% des veaux qui arrivaient dans le centre de veaux de boucherie qui avaient des anticorps, qui correspondaient à peu près 10% des fermes qui avaient des anticorps. Donc ça, c'était en 2011. Et là, tout d'un coup, c'est devenu très, très grande. Vers 2016, on était déjà à 36% des bovins qui étaient positifs au winter screening. En 2016, on avait aussi 23% des troupeaux laitiers wallons qui étaient positifs. Et en Flandre, en 2016, on était déjà à 32% des troupeaux laitiers qui avaient des signes de mycoplasma, soit le mycoplasma lui-même, soit des anticorps dans le lait de tank. Et malheureusement, en 2021, donc l'année passée, on a fait, il y a eu un changement dans le kit achat. On a cherché des anticorps de mycoplasma pour tout un temps dans tous les achats, donc dans tous les kits achats. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, 14% des animaux qui étaient vendus en Belgique en 2021, ils avaient des anticorps contre Mycoplasma bovis. Et en fait, il n'y avait que 300 fermes sur les 900 fermes qui n'avaient jamais eu un cas de mycoplasma quand ils avaient vendu plus que 10 bovins. Maintenant, qu'est-ce que mycoplasma il fait? Dans des vaches adultes, on voit, en général, on voit des mammites, des pneumonies et des arthrites. Et ce n'est pas seulement des énormes mammites cliniques, c'est aussi juste des mammites subcliniques ou des vaches à cellules qui peuvent être porteurs de Mycoplasma bovis. Dans les veaux, en général, on a plutôt des pneumonies, des otites et des arthrites. Mais on peut aussi avoir des autres symptômes. On peut avoir, par exemple, des infections oculaires, on peut avoir des méningites, on peut avoir des clapiers, il y a plein d'autres options. Après, on peut aussi avoir rien du tout. On peut avoir des veaux ou des vaches qui ne montrent rien, qui n'ont aucun symptôme, mais qui sont quand même porteurs de mycoplasma dans les amygdales, dans le vagin. Ils peuvent être porteurs sans montrer quelque chose. Ici, je vous partage une petite vidéo de mon veau préféré. C'était le veau qui montrait tous les symptômes possibles de Mycoplasma bovis. Donc, il avait une otite, ce que vous voyez avec la tête penchée. Il avait une arthrite avec une articulation bien gonflée. Et comme vous voyez, quand on revient sur lui, il a vraiment mal à respirer. Il respire avec la tête qui bouge. Donc ça, c'est le veau typique. Le veau typiquement infecté mycoplasma, chroniquement infecté. Mais ce n'est pas sur ce veau-là que je veux parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, tous les veaux autour, ils toussaient aussi. Et quand un veau tousse, c'est un signe qu'il y a une infection quelque part, qu'il y a une atteinte des voies respiratoires. Et c'est tous les autres veaux qui vont aussi coûter de l'argent aux fermiers. Et je vous entends déjà de loin. Je sais que vos micros sont éteints, mais je vous entends quand même. Oui, ok, mais bon, mais chaque veau tousse. Oui, c'est vrai, chaque veau tousse de temps en temps. Mais quand même, ça nous coûte de l'argent. Ici, c'est le nombre de morts à cause de pneumonie dans tous les âges. Donc, c'est tous les autopsies à DGZ, ils enregistrent la cause de la mort. Et donc, ce que je veux que vous voyez, c'est qu'à partir de 3 à 6 mois, en fait, il y a une énorme
pourcentage qui est dû à une pneumonie. Donc ça, c'est cause de la mortalité de tous les animaux en autopsie en DGZ. Ben, en fait, à partir de ici jusqu'à là, la pneumonie, c'est la plus grande cause de mortalité. Et je peux vous dire, quand il y a un veau de 6 mois ou ou une génisse d'1 an qui meurt, ça fait mal. Et donc, de tous ceux qui meurent entre 3 mois et entre 2 ans, ben en fait, il y a 60 et 40% qui étaient dus à la pneumonie. Donc, malgré que, oui, de temps en temps, chaque veau tousse, il y a quand même plus de problèmes que ça. Et pas seulement les mortalités, mais aussi les pertes. Donc, en fait, une pneumonie, ça coûte 800 grammes de prise de poids par semaine par veau qui est malade. Et ça pour chaque semaine que le veau est malade. Donc, si vous avez un veau qui tousse un peu, ouais, bon, on attend un peu, ah, il tousse toujours, ben on va le traiter, ah, premier traitement, ça n'a pas agi, on a attendu 2 semaines avant qu'il ait mieux, mais on a déjà perdu 1,5 kg de viande, on a déjà perdu 1 semaine et demie, 2 semaines, où ce qu'il n'a pas agrandi, il est régradé. Et ça, c'est pour chaque fois qu'il tombe malade dans les 3 premiers mois de vie. En total, aux États-Unis, ils ont calculé la perte totale que ça coûte. Et en fait, là, ils pensent que ça coûte 32 millions de dollars par an pour les États-Unis. Et ça, c'est des vieux chiffres. Donc, je n'ai pas fait l'effort de calculer l'index, mais je pense qu'on est presque à la double. En total, avec les frais de traitement, avec les animaux perdus, avec tout ça, aux États-Unis, ils pensent qu'ils sont à une perte de 1 milliard de dollars par année due à la BRD, donc due à la maladie respiratoire bovine. Et si vous dites, oui, ok, mais c'est les États-Unis, c'est très loin, ben, j'ai aussi les chiffres européens. En Europe, ils estiment qu'on perd 576 millions d'euros par an juste à cause de la maladie respiratoire bovine. Et en plus de ces 576 millions, il y a un quart à un tiers qui est dû entièrement à cause de Mycoplasma bovis. Et donc, malgré que chaque veau tousse de temps en temps, c'est quand même assez grave. Quand on regarde sur une ferme, ben en fait, une pneumonie endémique, ça nous coûte 30 € à peu près par génisse présente par an. Et une pneumonie endémique, c'est par exemple une pneumonie mycoplasma. Quand on a une éruption épidémique, donc par exemple un BRSV, là, ça coûte un tout petit peu moins cher parce que c'est une vague et après ça passe de nouveau. Une endémique, donc une qu'on a chaque année, mais en fait, on a d'office 30 € de plus par animal présent. En plus, on voit aussi que ça a des répercussions sur toute la vie de l'animal. Ici, je vous présente l'âge au premier vélage. Un animal qui a déjà eu une vague de pneumonie avant 4 mois de vie, mais en fait, elle va véler 1 mois plus tard. Et pas seulement elle va véler 1 mois plus tard, mais en plus, son âge effectif qu'elle produit du lait va être réduit. Donc, elle va être réformée beaucoup plus vite qu'un animal qui n'a jamais eu un problème. En dernier, si vous dites, oui, ok, mais c'est tout du laitier, je m'en fous un peu, j'ai aussi des chiffres pour les viandeux. Donc, ici, on voit le net return, donc ce qu'on gagne au fin sur chaque veau qu'on a élevé. Et là, on voit aussi que pour chaque fois qu'on doit installer un traitement d'antibiotiques, ben en fait, on diminue notre return, pas seulement parce qu'on doit payer les antibiotiques, mais juste aussi en perte de poids. Et là, on voit qu'en fait, quand on doit installer 3 traitements sur un seul veau, donc quand on a un veau chronique, on perd toujours. Et probablement, si on recollectionne le petit veau qui était là dans le box avec tous les autres, celui-là, il a encore coûté beaucoup plus cher parce qu'il a infecté tous les autres et donc tous les autres ont été malades aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que Mycoplasma, c'est un gros problème au niveau de pneumonie? Ben parce que la thérapie, elle est fortement frustrante. Comme je vous disais, elle n'a pas de parois cellulaires, donc ça veut dire qu'il y a des résistances naturelles. Il y a des antibiotiques qui ne fonctionnent pas parce qu'elle essaye d'agir sur le paroi cellulaire qui n'est pas présent.
Et ça, c'est tous les bêta-lactaminés, comme pénicilline, comme amoxicilline, comme céphalosporine. Ça ne fonctionne pas contre Mycoplasma. En plus, les sulfamidés, comme le TMPS, ils ne fonctionnent pas non plus parce qu'ils agissent directement sur la protéine et c'est une protéine que Mycoplasma ne produit pas. Donc, quand elle ne produit pas, ben tant pis, elle n'est pas là. En plus, malheureusement, on a aussi des résistances acquises. Donc, on a des résistances acquises partout en Europe et il y a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes où il y a juste un gène qui doit changer et tout d'un coup, l'antibiotique ne fonctionne plus. Il y a des autres antibiotiques où il y a plusieurs mécanismes avant que le mycoplasma devienne résistant. Et en Belgique, ben, on a fait une recherche là-dessus. On a testé 140 souches et on a retrouvé qu'il y a une énorme résistance acquise pour les macrolides. Il y a une résistance limitée pour enrofloxacine. Et heureusement, il y a encore des antibiotiques où il n'y a pas ou peu de résistance. Mais il y avait quand même de résistance aussi. Donc, en Belgique, c'est la même chose. On a déjà des résistances. On a des résistances naturelles. Et en plus, on avait ces facteurs de virulence comme les biofilms, comme le fait que Mycoplasma crée des abcès ou ce qui sait se cacher dedans aussi, qui font que si on est trop tard, ben tant pis, ça ne sert plus à rien de traiter. Et donc ça, ensemble, ça fait que si on a une mamite cause à Mycoplasma bovis, on avise de reformer. Si on a une arthrite, également on avise de reformer parce que les dégâts sont trop forts. Et si on a trop tard pour traiter la pneumonie, également, quand il y a des abcès, on avise de reformer. Et donc, quand la thérapie est frustrante, ben, il faut focaliser sur la prévention. Il faut éviter que les animaux tombent malades pour avoir moins de dégâts, moins de frais et pour avoir une meilleure vie sur la ferme. Et donc, pour Mycoplasma, ben, il y a deux gros types de prévention. Il y a la prévention d'introduction et il y a la prévention de circulation si malheureusement Mycoplasma est déjà présent dans la ferme. Au niveau de prévention d'introduction, il y a 4 gros piliers et le premier, c'est les animaux porteurs. Les animaux porteurs et l'achat, c'est risque numéro 1. Pour chaque étude qu'on fait sur les facteurs de risque Mycoplasma bovis, on retrouve chaque fois, si on achète des animaux, c'est un grand risque parce qu'on peut introduire la maladie en achetant des animaux. En Belgique, en fait, il y a 40% des bovins qui sont déplacés au moins une fois de troupeau. Donc, ils sont vendus au moins une fois. Ça, c'est des chiffres de 2009. Je pense qu'ici, c'est la même chose ou encore plus. Mais donc, on a une énorme structure en Belgique de déplacement de bovins. Et clairement, chaque déplacement, c'est un risque d'introduction de Mycoplasma. Je ne dois pas vous répéter, on avait aussi vu en 2021 que dans le kit achat, il y a quand même 14% qui étaient positifs. Donc, c'était 14% des vaches qui avaient des anticorps, donc qui avaient récemment encore été en contact avec Mycoplasma bovis. Le lait, c'est aussi connu comme un gros risque de transmission, mais heureusement, entre fermes, le risque n'est pas si grand parce qu'en général, on ne déplace pas du lait d'une ferme à l'autre. Mais bien sûr, on a ce deuxième type de lait, le colostrum, qui pourrait aussi porter le Mycoplasma. Et là, de nouveau, on a fait une étude, on a trouvé 17 fermes qui voulaient bien donner du lait pour que nous, on puisse l'analyser. Et au final, on a trouvé qu'il n'y avait que 2% des échantillons. Donc, on avait 368 échantillons. Il y avait 2% qui étaient positifs. Donc, ce n'était pas grand-chose. Il y avait 13 exploitations où il y avait une circulation Mycoplasma, mais où il n'y avait aucun colostrum qui était positif. Donc, il n'y avait pas autant de circulation, mais dans les exploitations positives, on avait quand même une circulation entre 3 et 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on achète du colostrum d'une autre ferme et on ne connaît pas son statut mycoplasme, le risque d'acheter mycoplasme dans le colostrum n'est pas 0. Donc ça reste un risque. Par contre, dans une ferme, si le risque est 3%
pour introduire du mycoplasme par le colostrum dans un veau, le risque n'est pas si haut que ça. Donc, personnellement, j'advise de garder le colostrum dans une ferme où il y a un problème mycoplasma, mais d'éviter d'acheter du colostrum quand il n'y a pas encore du mycoplasma dans la ferme. Si vous dites maintenant, oui, ok, mais on congèle de toute façon le colostrum qu'on achète, est-ce qu'il n'est pas mort? Ben, malheureusement, non. Parce que ici, ça c'est le point d'introduction de mycoplasma. On l'a congelé, on l'a décongelé après un certain moment. Donc après 1 semaine, 4 semaines, 10 semaines, 14 semaines. En fait, n'importe le temps qu'on le congèle, il reste présent et il diminue qu'un tout petit peu. Donc, malheureusement, la congélation ne tue pas Mycoplasma bovis et on ne saurait pas le tuer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le tuer? Ben, on peut pasteuriser. Donc, on peut pasteuriser le colostrum 30 à 60 minutes à 60 degrés et là, le Mycoplasma va d'office être mort et vous n'avez pas éliminé les anticorps dans le colostrum. Par contre, si vous montez au-dessus de 65 à 70 degrés, ben là, vous pasteurisez pas seulement le colostrum, mais vous détruisez aussi les anticorps. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, voilà, ça c'est en résumé. Dans la ferme, on garde le colostrum. Entre les fermes, on évite de acheter du mycoplasma avec le colostrum. En plus, il y a des vecteurs passifs. Et ce que ça veut dire, c'est tout ce qui peut porter mycoplasma sur lui sans qu'il ait vraiment un vecteur actif, donc il n'est pas infecté. Mais c'est par exemple les bottes, les vannes, parce que mycoplasma, c'est très bien survivre dans l'environnement. Ici, par exemple, dans les matières fécales, mycoplasma, il survit 230 jours. Dans le sable, il survit 8 mois. Et dans l'eau, il peut survivre jusqu'à 2 semaines. Donc, quand un animal, par exemple, nous, on a des bottes qui sont où il y a des matières fécales dessus, et on marche dans une autre ferme, dans la gouttière où il y a de la nourriture encore dedans, on peut bien introduire mycoplasma dans cette ferme-là. Donc, comme il survit dans l'environnement, il faut quand même faire un peu d'attention sur la biosécurité pour éviter qu'on introduit le mycoplasma dans cette manière-là. Le dernier gros pilier d'introduction, c'est l'insémination. Probablement, vous avez déjà entendu qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont en train d'essayer de lutter contre le mycoplasma bovis en faisant un stamping out. Donc, en fait, ils vont chercher toutes les fermes qui sont positives et ils vont les exterminer parce que mycoplasma bovis a été introduit qu'en 2015 et ils trouvent que le frais de lutter contre le mycoplasma bovis est moins cher que le frais de pouvoir introduire mycoplasma dans cette ferme. Mycoplasma bovis a probablement été introduit dans Nouvelle-Zélande avec de la sémence. Et aussi en Finlande, on a trouvé qu'avec les sémences artificielles, on a pu introduire mycoplasma dans les fermes. Par contre, chaque fois, c'est vraiment des épisodes très, très rares. Donc, chaque fois, c'est une seule souche qui a été retrouvée. Donc, dans toute la Nouvelle-Zélande, il n'y a qu'une souche mycoplasma bovis. Donc, probablement, c'est un point d'introduction. Donc, le risque est très, très faible, mais le risque est là. Maintenant, comme je vous ai déjà dit que l'achat est un énorme risque, mais clairement, le risque entre une IA qui peut provoquer ou un achat, l'achat est toujours le plus grand risque. En plus, en Belgique, on a fait des recherches dans les sémences des taureaux de centre de saillie et on n'a jamais retrouvé en IA des sémences positives. Donc, en plus, on a fait une autre étude et là, on a vu que si on a un taureau reproducteur dans la ferme, n'importe si c'est pour une vache ou si c'est pour tout le troupeau, le risque d'avoir mycoplasma bovis présent dans la ferme était presque 5 fois plus. Pour vous donner une idée, ça c'était les fermes qui n'avaient pas de taureau et qui avaient du mycoplasma dans le lait de tank. Ça c'était les fermes qui avaient un taureau et qui étaient positifs au niveau du lait de tank.
Après, malheureusement, si on a déjà eu une introduction de mycoplasma et on veut faire une prévention de circulation pour éviter que tout le monde soit tombe malade, soit reçoit des anticorps, ben, il faut faire du prévention de circulation. Et donc, il y a de la prévention de circulation directe, soit il y a l'indirect, et ça change quand même un peu les actions. Contact direct, clairement, c'est le numéro 1 pour avoir une introduction de Mycoplasma bovis, pas seulement d'un veau à l'autre, mais aussi de la mère vers le veau, ou, comme on avait vu dans la vidéo, le petit porteur qui infecte tout le monde. Et en plus, avec les petits porteurs, le grand problème, c'est que celui-là, il va avoir un retard de croissance, donc il va être plus petit que tous ceux autour, comme vous voyez ici, et à un certain moment, tout le reste va être déplacé vers un nouveau box et le petit, il va rester dans le box avec les plus jeunes et donc il va avoir de nouveau un impact sur tout le nouveau lot de veaux qui sont plus jeunes et qui sont donc plus sensibles. Clairement aussi, si vous avez des systèmes en logement individuel où il n'y a pas de contact direct et on compare ça avec un système où les génisses sont hospitalisés juste à côté des veaux au lait, ben clairement, ce système-là est beaucoup plus à risque de faire des contacts entre les âges et donc des introductions de mycoplasma sur des veaux qui sont encore beaucoup plus sensibles. Après, on a aussi ce que j'appelle des contacts semi-directs, ce qui sont des contacts, par exemple, avec des seaux communs, donc qu'on donne du lait à un veau, une fois qu'il a fini, on prend le seau et on le donne à un autre veau avec du nouveau lait, ou avec, par exemple, les dalles, où clairement, chaque veau passe au même endroit pour aller boire. Mais aussi la machine à traire. Si la machine à traire n'est pas complètement nettoyée entre chaque traite, ben, il y a un moyen de faire une introduction d'une vache à l'autre. Le contact indirect, ben là, le gros problème, c'est le lait écarté. Parce que le lait écarté, carrément, il y a des mammites du lait mammiteux dedans ou du lait de vache traité avec des antibiotiques, mais aussi les vaches à haute cellule que j'ai indiqué déjà sont aussi une partie de la problème. Et donc, ce lait écarté, où il y a plusieurs vaches qui pourraient poser problème, mais on va le mélanger et on va le donner à tous les veaux. Donc, on augmente beaucoup plus fort le risque d'infection avec un lait écarté qu'avec un lait d'une vache ou avec un lactoremplaceur. Le colostrum, l'histoire est un peu différente, comme je vous ai indiqué, parce qu'il n'y a pas autant de colostrum qui est infectieux. Et en plus, c'est une relation 1 sur 1. C'est un colostrum pour un veau. Donc, le risque d'infecter tout le monde avec un seul repas est beaucoup moins grand. Et en plus, il amène une immunité ciblée pour la ferme. Et quand on achète du colostrum de quelque part d'autre, on n'aurait pas cette immunité ciblée. Et dans l'immunité ciblée, on pourrait même avoir des anticorps contre mycoplasma. Donc pour moi, le colostrum, ce n'est pas quelque chose qu'il faut toucher directement. L'environnement, on en a déjà parlé. Et dernier point, c'est l'air. L'air n'a pas été prouvé comme point de transmission direct ou indirect, mais on a quand même vu s'il y a une mauvaise ventilation et il y a beaucoup de bêtes dans un petit hangar, on peut avoir une transmission d'un lot vers l'autre sans avoir du contact direct, juste par exemple en toussant qu'il y a la tousse qui passe d'un box à l'autre, que le mycoplasme, il fait un petit biofilm, il se met sur l'alimentation ou dans l'eau et là, il peut infecter des autres. Comme résumé, qu'est-ce qu'il faut faire dans un troupeau négatif? Ben, si vous achetez, il faut vérifier. Si vous voulez acheter du colostrum, il faut acheter du colostrum pasteurisé ou irradié. La congélation n'est pas suffisante et il faut avoir un gros focus sur la biosécurité. Dans un troupeau positif, il faut éviter de passer la maladie d'un animal à l'autre. Donc, il faut avoir un bon protocole de traite. Il faut écarter les animaux suspects. Il faut réformer tout ce qui est chronique. Donc, aussi les mammites cliniques, mais aussi les cellules hautes, les arthrites. Il faut les réformer, éviter qu'ils peuvent infecter encore des autres animaux. Pour les veaux, il faut les mettre, si possible, en cage individuelle avec des seaux individuels. Certainement, si vous avez des gros problèmes dans les veaux, ça c'est le meilleur, c'est de juste mettre tout en individuel pour 4 à 6 semaines.
Et comme ça, vous évitez qu'ils s'infectent au moment que leur immunité n'est pas encore très active et ils vont déjà avoir une meilleure chance. Si après, vous pouvez encore les regrouper dans des groupes qui ne sont pas si grandes et que vous ne mélangez pas les groupes, vous évitez déjà une grosse partie de la problème et de la circulation. L'acte remplaceur ou lait pasteurisé, c'est beaucoup mieux dans lait écarté ou même dans lait de tank. Et en général, c'est pour toutes les maladies. Si on réduit la densité, on diminue le problème. Et comme je disais, voilà, le colostrum, moi, j'y touche au dernier moment et pas plus vite. Et donc voilà, on est au fin. J'ai malheureusement pas pu voir les questions. Donc voilà, s'il y a des questions, je veux bien les répondre. Merci, Lynn. Il y en a une qui vient juste d'arriver. C'est lors d'un achat, quelle est l'analyse la plus sûre, ELISA ou PCR? Oui, personnellement, si vous n'avez pas de mycoplasma dans la ferme, moi j'advise de faire une ELISA. Si l'ELISA il est douteux ou on est déjà, disons, on est à 80 et le seuil il est à 85, donc si l'ELISA est déjà assez haut, moi, je prendrais un PCR des 2 narines et si possible le fourreau ou le vagin. Comme ça, on a un PCR poulet d'une vache ou d'un taureau où ce qu'on prend directement toutes les zones qu'on connaît qui sont souvent porteurs. Et en général, j'ai beaucoup de téléphones, beaucoup de gens qui me sonnent. Oui, bonjour, j'ai un taureau, je veux l'acheter, c'est le meilleur taureau du monde et il est anticorps positif, qu'est-ce que je dois faire? Ben, si vous êtes négatif, il y a plus de taureaux qu'un taureau, achète un autre. D'une autre ferme, bien sûr, parce que s'il y en a un qui a des anticorps, ben les autres, même s'il est juste limite en dessous des anticorps, ben il y a quand même un risque avec l'achat de ce taureau-là. Comment expliquer les animaux qui quittent une ferme ELISA négative et qui arrivent à la chatte positive sur quelques jours? Ben, comme je disais, il y a un chiffre qui vient avec le positif et le négatif. Le seuil, je pense qu'il est à 80. Si il est à 80, non, il est à 85. Donc, il y a une possibilité, par exemple, quand le taureau a été infecté récemment, qu'il teste à 80 juste avant l'achat et entre-temps, il y a encore un peu d'anticorps qui s'ajoutent et il est à 90 après l'achat. Ça, c'est une option. Deuxième problème, c'est que le test anticorps, ce n'est pas un test magique, c'est un ELISA. Il est fait pour éviter, pour avoir le meilleur seuil possible entre éviter des faux positifs et éviter des faux négatifs. Donc malheureusement, de temps en temps, même si on fait le test 2 fois le même jour, on va avoir des différences. Donc c'est pour ça que moi je dis de plutôt regarder les chiffres que juste positif ou négatif. Combien d'analyses de sang sont nécessaires pour confirmer le statut mycoplasma de l'animal? Ça dépend un peu. Si on veut être sûr et certain qu'une ferme est négative mycoplasma bovis, moi j'advise de prendre au moins 5 animaux et de voir s'il n'y en a aucun qui est positif. Et là aussi, il faut se rendre compte que les veaux, jusqu'à 6 mois, en fait, leurs taux d'anticorps sont plus basses que pour les adultes. Et donc, en général, le taux d'anticorps va être plutôt, disons, 60 pour un veau, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un signe qu'il y a quand même une circulation. En général, on dit moins de 30 pour des veaux et moins de 85 pour les adultes. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou on y reviendra plus tard si besoin. Merci, Lynn. Merci. Nous allons passer donc au dernier orateur qui est le docteur Calixte Bayrou. Donc lui, il a reçu son diplôme de vétérinaire en 2006.
Il a exercé durant 3 années en pratique mixte avec une prédominance rurale et il est revenu ensuite, après 3 ans, au niveau de la faculté vétérinaire de Liège. Il y a intégré le service de pathologie pour faire une thèse au niveau de la biologie du virus de Schmallenberg. Et en 2018, il a changé de bâtiment et il a rejoint la clinique des animaux de rente, donc la même clinique que Linde. Calix y est résident en santé bovine et ses sujets de prédilection sont les maladies respiratoires et le lien qu'il peut y avoir entre les maladies et la nutrition en élevage bovin. Voilà, je te laisse la main, Calix. Merci. Je branche un peu ma caméra pour vous saluer et je la débrancherai pendant la présentation parce que d'une part ça sert à rien et d'autre part avec ces écouteurs dans les oreilles sans fil, on est un peu ridicule. Non, mais je suis très heureux de partager ce moment-là avec vous parce que ce que je vais vous présenter, en fait, ça résume peu ou prou l'évolution de ma réflexion et les conséquences de mon implication dans la santé bovine. Et donc, je suis heureux de vous partager ces petites orientations-là. Alors, partage de mon écran. Mon ordinateur, c'est toujours une manœuvre périlleuse. La présentation. Voilà, j'espère que tout le monde perçoit média. Donc, je vais vous parler ici de nutrition du veau. Et donc, en fait, je pense que si vous arrêtez n'importe qui dans la rue, il vous dira que, évidemment, pour un veau, sa nutrition, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé. Par contre, ce qu'on ne perçoit pas forcément, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est combien c'est important et à quel point ça peut être un outil dans la gestion de la santé des veaux et peut-être à quel point on s'est habitué dans notre région à avoir des fermes en nutrition suboptimale. Et donc, il y aurait là un moyen, un gain important qu'on pourrait faire dans la gestion de la santé. Comme ça a été rappelé, j'ai travaillé pendant plusieurs années au service d'autopsie et donc je suis arrivé dans le service de pathologie avec une grande envie. J'ai beaucoup apprécié faire des autopsies et j'avais vraiment à cœur de bien comprendre les agents pathogènes. Je pensais que je participerais à en découvrir beaucoup et que ça permettrait de mieux gérer la santé dans les fermes. En fait, c'est pas tellement ça qui s'est passé. J'ai rien découvert. J'ai travaillé sur le virus de Schmallenberg, mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Et surtout, les cas où on a des lésions vraiment typiques et importantes d'un agent pathogène majeur, en fait, ils sont peu nombreux dans une salle d'autopsie. Par contre, on a énormément cette lésion-là qui est la cachexie, c'est-à-dire que l'animal a puisé dans ses réserves jusqu'au dernier petit gramme de graisse et le signe objectif, c'est vous comparez ce cœur ici qui est rempli de graisse d'un veau en état de nutrition intéressant et ici ce veau qui a fait disparaître sa graisse et qui a totalement pompé toutes ses réserves. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très très fréquemment. Mais bon, on ne s'alerte pas forcément parce que dans une salle d'autopsie, les animaux avant de mourir ont souvent été malades longtemps, donc c'est pas étonnant qu'ils soient cachextiques. Et puis il y a le cas des entérites. Donc on a beaucoup d'autopsies qui sont faites pour les entérites. Vous avez deux types d'entérites dans une salle d'autopsie. Vous avez celles qui sont provoquées ici à gauche par des agents pathogènes importants comme le salmonella ou le BVD. Et vous voyez que l'intestin a été détruit par l'agent pathogène. Donc il est très congestif, très épaissi, il y a de la fibrine partout, des ulcères, etc. Et donc on comprend qu'avec un intestin comme ça, l'animal soit en peine d'avoir un bilan d'absorption des nutriments, soit très malade et puis finisse par mourir. Mais en fait, pour les veaux qui sont en entérite néonatale classique, en diarrhée, quoi, pendant le premier mois de vie, ce qu'on voit comme lésion, c'est pas grand-chose. C'est cet intestin qui est somme toute assez normal, on serait content d'avoir le même. Et donc très peu de lésions, très peu significatives, et pourtant tous les veaux cachextiques. D'accord? Donc on se dit, bon, bah, il y a peut-être eu des lésions à un moment. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par me demander si
En fait, quand j'ai eu des enfants, je vais partir par là, que je les ai mis à la crèche, ils ont, comme tous les enfants, fait des gastro-entérites. Et ils en ont fait à répétition parfois. Et je trouvais qu'il n'y avait pas trop de problème. Et donc, je me suis mis à me demander pourquoi les veaux, qui sont quand même a priori assez résistants, pourquoi est-ce qu'ils, si souvent, une entérite pouvait les emmener dans un état dont on ne les récupérait pas, qui finissait en salle d'autopsie. Et donc, la grosse question qui s'est posée à moi, c'est de savoir si ces veaux, en fait, ne faisaient pas face à une gastro-entérite somme toute assez banale, qui fait peu de lésions, mais finalement, comme ils avaient un niveau de nutrition trop faible, la moindre petit écart par rapport à une absorption quotidienne de nutriments les emmenait dans un état de pathologie très profond. Et donc, quand je suis retourné en clinique au niveau de la clinique des ruminants, avec les collègues, on a monté un projet pour essayer d'évaluer ça, le niveau de nutrition des veaux et le lien que ça pouvait avoir avec leur état de santé. Donc, je vais vous présenter 2 études et puis je ferai aussi des petits comparatifs avec d'autres études extérieures. Donc, cette première étude, qui a été portée dans son action très pratique par 2 internes, 2 années successives, Elena Borelli et Corinne Van Leeuwen, et avec le soutien de Rumexpert qui travaille aussi dans cette optique et sur ces problématiques. Donc l'idée, elle est simple. Dans les veaux qui viennent à la clinique, on en recrute un maximum des veaux de moins de 3 mois. On ne prend pas les urinaires parce que leurs paramètres sanguins sont modifiés. Et on va utiliser 3 paramètres, 3 molécules qu'on peut doser dans le sang, l'urée, l'albumine et le cholestérol, pour évaluer leur état nutritionnel. Chacune de ces molécules a une signification différente. L'urée, elle rend compte du fait que l'animal est en train de casser des protéines, donc de cataboliser ses muscles, de casser ses muscles pour pouvoir les utiliser parce qu'il est en bilan nutritionnel négatif. L'albumine, elle rend compte de la capacité du veau à produire ses propres protéines. Et le cholestérol, lui, rend compte du bilan lipidique, énergétique, de l'énergie produite, donnée par les lipides au niveau de l'animal. Et donc, on prend ces éléments-là qui donnent une idée du statut nutritionnel des veaux et on les met en relation avec un paramètre très simple qui est la survie ou la mortalité en clinique. Donc, est-ce que le veau sort de notre clinique pour retourner dans sa ferme ou est-ce qu'il sort de notre clinique pour aller en salle d'autopsie? Voilà ce que ça donne. Donc, nous avons recruté une cohorte d'environ une centaine de veaux, à peu près équitablement répartis entre mâles et femelles. C'est des veaux qui tournent aux alentours de 1 mois, de quelques jours à un peu plus de 2 mois. Et dans ceci, on va se focaliser principalement sur ceux qui ont été hospitalisés suffisamment longtemps, c'est-à-dire qu'on a pu les suivre plusieurs jours. Nos veaux à la clinique sont nourris avec des lactoremplaceurs, puisque gérer le lait au quotidien, c'est pas facile. Mais il y a eu un projet de recherche qui a fait qu'un certain nombre des veaux de cette cohorte, 25 sur 91, ont été nourris avec du lait entier. Au niveau des motifs d'hospitalisation, vous voyez que c'est assez divers. On a pas tout à fait une moitié qui est venue pour des entérites néonatales. On a beaucoup de problèmes locomoteurs qui peuvent être des arthrites, des voraques qu'on a opérés et qu'on a gardés. On a eu également des chirurgies digestives, des problèmes respiratoires et un peu tout ce qui vient, qui peut venir à la clinique et qui est plus original. C'était un peu stressant de lancer cette étude parce qu'avec une diversité de cas comme ça, on pouvait se demander si on allait vraiment obtenir des résultats significatifs. Parce que plus on a une diversité de présentation de maladies, plus c'est difficile de tirer des conclusions. Au niveau des races, c'est principalement du blanc-bleu, ça reflète exactement ce qu'on hospitalise à la clinique. Avant de quitter cette dia, je profite pour remettre un petit bonjour à Élise, qui me semble, j'ai vu passer son nom dans les gens qui participent ce soir. Un grand bonjour et un grand merci pour ton travail et ton implication avec nous de l'année dernière. Au niveau de ce qu'on peut voir dans les veaux hospitalisés, on a eu donc ceux qui ont été nourris avec des lactoremplaceurs, donc il y a une partie qui a été nourrie avec du lait entier. On se concentre sur ceux qui ont reçu du lactoremplaceur. Donc, il y avait 66 veaux, et il y en a à peu près la moitié qui sont morts, et la moitié qui sont restés vivants, qui sont retournés dans la ferme, ce qui est à peu près la moyenne de ce que, quand vous nous référez à un cas, il y en a à peu près 1 sur 2 qui retournent chez lui. Au niveau des paramètres à l'entrée,
vous pouvez voir que ceux qui sont morts avaient une moyenne d'albumine à l'entrée de 24 grammes, quand ceux qui étaient vivants, toutes maladies confondues, avaient une moyenne de 26 grammes. Donc il y a 2 grammes de différence en moyenne. Au niveau du cholestérol, ceux qui sont retournés dans la ferme avaient en moyenne 10 grammes de plus que ceux qui sont morts à l'issue de l'hospitalisation. Et au niveau de l'urée, donc l'urée est un marqueur négatif de l'alimentation, ceux qui sont morts à l'entrée, ceux qui sont morts à la fin de l'hospitalisation, quand ils sont arrivés chez nous, étaient en état de catabolisme, de casser des protéines beaucoup plus importants, et donc avaient une urée de 15 grammes plus haute. Ces écarts-là, en fait, sont pour certains statistiquement différents. L'albumine est un paramètre très très stable dans le sang, et donc un écart de 2 grammes, en fait, vous voyez que c'est significatif. Donc on peut significativement séparer ces deux populations sur base de leur albumine à l'entrée. Le cholestérol, bien qu'il y ait un grand écart, c'est un paramètre qui est très variable dans les premiers mois, dans les premières semaines de vie. Donc cette différence n'est pas significative. La différence en urée est bien significative, et ce qui est en fait le meilleur paramètre pour différencier ces populations, c'est de combiner l'urée et l'albumine, et c'est ce qui est le plus significatif. Donc vous voyez que, quelle que soit la maladie pour laquelle on réfère les veaux, il y a des différences significatives à l'entrée entre le groupe qui va mourir et le groupe qui va rester vivant. On va aller un peu dans le détail de tout ça. Si mon ordinateur veut bien, hop, voilà, facile. Si on fait un petit focus sur les entérites néonatales. Donc vous avez vu que ça m'avait posé question pendant la période de l'autopsie. Donc c'est une quarantaine de cas. Et qu'on se dit, tiens, on va utiliser ce rapport urée sur albumine, donc qui est le plus significatif pour séparer les groupes qui vont rester vivants ou qui vont mourir, et qu'on l'utilise comme un test pronostic de si l'animal va survivre ou mourir pendant son hospitalisation. Et bien, vous voyez que, ici c'est une ROC curve, donc c'est l'outil statistique qu'on utilise pour chercher le meilleur seuil pour ce test qui va nous donner une indication la plus précise possible de ce qu'on cherche à établir. Donc vous voyez que si on prend urée-albumine à l'entrée de l'hospitalisation, on va pouvoir dire avec une sensibilité de près de 80% et une spécificité de près de 90%, quel veau va mourir et quel veau va survivre, malgré toute l'énergie qu'on va y mettre. Et en clinique, on a la chance, parce qu'il y a des internes et des étudiants, de pouvoir mettre une grosse énergie sur ces veaux. Donc, on va les tester de manière systématique. On va adapter les perfusions avec des bilans sanguins très précis. On va les perfuser non-stop pendant des jours s'il faut. On va les nourrir de manière fractionnée, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour, etc. Et donc, on fait un nursing qui n'est pas possible de faire au quotidien. Et bien, malgré ça, il y a une bonne partie qui va mourir. Mais surtout, on peut dire à l'entrée, quasiment avec une grande certitude, lesquels vont mourir suite à leur état nutritionnel. Et donc, vous voyez comme la nutrition a une conséquence sur sur notre capacité à soigner des veaux. Et donc, en conditions de terrain, c'est encore pire. Il y a des veaux qui ne peuvent pas être soignés parce qu'ils ont atteint un tel niveau de dénutrition qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Ici, je voulais vous présenter la cohorte du lait entier, de ceux qui ont été nourris avec du lait entier chez nous, qui est beaucoup plus petite, donc il faut la prendre avec un peu plus de réserve. Mais simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que les différences entre les morts et les vivants, dans ces animaux qui ont été nourris avec du lait entier, existent, mais ne sont plus du tout significatives. Comme si le fait de les nourrir avec du lait entier, donc une nourriture plus riche, gommait en quelque sorte ce côté prédictif de l'état nutritionnel à l'entrée. Ce serait à creuser, mais pour moi, c'est un signal d'alerte du fait qu'il y a différentes qualités de nutrition et qu'on peut s'en servir dans la santé des veaux. Dernier élément de cette première étude, c'est la comparaison qu'on peut faire entre, toujours sur base de ce rapport urée-albumine qui est le plus sensible, en comparant les 25% meilleurs scores à l'entrée, quelle que soit la maladie, avec les 25% moins bons scores à l'entrée. Donc, si on regarde ceux qui avaient le meilleur score d'un point de vue nutritionnel, en fait les chiffres les plus bas, ils étaient à peu près 24, et ceux qui étaient les 25% avec le pire score, ils étaient 26, donc à peu près le même nombre. Sur les 24, mais 25% meilleurs,
Il y en a 7 qui sont morts, ça fait une probabilité de mourir de 30%. Et sur ceux qui avaient le moins bon score nutritionnel, une probabilité de mourir de 77%. Et donc, vous voyez qu'en fait, cette moyenne de 1 sur 2 qui va vivre en venant chez nous, en fait, elle est très variable en fonction de leur état nutritionnel à l'entrée. 1 sur 2 n'est pas du tout vrai pour ceux qui sont en bon état de nutrition et ceux qui ne le sont pas. Et donc, simplement, si on analyse ça en termes de risque relatif, si vous êtes dans les 25% moins bon score, le veau a plus de 2,5 fois plus de chances de mourir. Et si on parle en termes de odds ratio, pour comparer aux études qui utilisent ces odds ratios, c'est un peu compliqué à décrire ce que c'est, mais c'est, disons, la comparaison des cotes, comme si on était des bookmakers et qu'on pariait sur la mortalité des veaux. La cote, en fait, de mortalité est 16 fois plus élevée pour les veaux les moins bien nourris à l'entrée chez nous. Donc, vous voyez, avec cette première étude, on fait des conclusions que, d'une part, très clairement, un veau dénutri ne se soigne pas. Alors, c'est vraiment marquant, on peut faire ce qu'on veut, il y a des moments où on ne les relève pas. Et c'est d'autant plus criant qu'on est dans la région du Blanc-Bleu belge, qui est une machine à faire de la croissance, à grandir, et que finalement, cette machine-là, on ne la nourrit pas tout à fait suffisamment. Pour moi, c'est comme si on avait une Porsche et qu'on n'osait pas appuyer sur l'accélérateur parce que finalement, on ne remplissait pas vraiment le réservoir et que donc on allait tomber en panne. C'est un peu ça. On n'utilise pas ce potentiel de croissance énorme des Blancs-Bleus, et pour moi, c'est un peu dommage. Et donc, pour revenir au thème de cette présentation, parfois, on a des discussions sur les gens qui nous ont confié des veaux, nous appellent en disant, voilà, mais vous mettez quoi comme antibiotique? Chez moi, il n'y a que cet antibiotique qui marche, etc. Et on a envie de répondre, je n'ai jamais fait au téléphone, parce que la pédagogie en 5 minutes au téléphone, c'est pas facile. Mais on a envie de répondre parfois que le meilleur antibiotique pour le veau, ça va être la poudre de lait qu'on va lui donner en grande quantité. C'est ça qui va lui faire le plus de bien. Et l'antibiotique, ma foi, s'il avait des défenses suffisantes, l'antibiotique ne serait presque pas utile. Donc c'est vraiment cette sensation-là qu'on a qu'on a là un outil vraiment très puissant et parfois très limitant aussi. Et que ça peut être parfois frustrant pour les vétérinaires qui traitent. Je voudrais mettre en relation avec une étude qui est sortie assez récemment et qui vient tout à fait corréler cette idée avec les entérites néonatales. Le titre de l'étude qui a été fait en Bavière résume bien la pensée des auteurs. Un plan de nutrition élevé, ce qui est associé avec le plus bas risque de diarrhée néonatale pour les fermes suivies en Bavière. Je vais vous expliquer un peu l'étude et vous allez voir que le résultat est assez clair. Ils ont suivi 77 fermes laitières et ils ont envoyé des vétérinaires avec des questionnaires très précis pour vraiment disséquer le fonctionnement de la ferme et essayer de faire des corrélations. Ils ont classé les fermes en 2 groupes et je trouve que c'est très parlant pour un éleveur, ces 2 groupes. Ils ne se sont pas dit est-ce qu'il y a des entérites, combien il y a de diarrhée, les scorings de diarrhée, quels agents pathogènes on trouve. Ils se sont dit, ils ont divisé les fermes en est-ce que ces fermes ont eu besoin d'appeler un vétérinaire pour traiter les diarrhées néonatales ou est-ce qu'ils s'en sont sortis simplement avec des petits réhydratants oraux sans faire appel au vétérinaire, qui est un marqueur de la sévérité de la maladie. Je vous mets leur tableau de résultats juste pour vous montrer qu'ils ne sont pas allés dans les fermes pour faire du tourisme et ils ont fait tous les aspects, le fonctionnement et la productivité générale de l'exploitation en termes de mortalité et de gestion de renouvellement, de production laitière, etc. Les bâtiments, la gestion du colostrum, la nutrition, les traitements, etc. Donc, ils ont fait vraiment un énorme panel. Et leur conclusion, après avoir ruminé tous ces résultats, est celle-ci. Qu'est-ce qui est marquant dans le fait qu'on a besoin de faire une intervention de traitement forte sur un veau qui a une entérite ou pas? Ce qui est le plus important à la suite de cette étude, c'est ce qui est le facteur le plus protecteur vis-à-vis d'une manifestation grave des diarrhées, c'est que le veau ait été nourri ad libitum autant qu'il veut pendant sa première semaine de vie. Et c'est ce qui a l'impact le plus important. Ensuite, il y a un second repas important avec du colostrum à cause d'immunité locale, mais ce qui est le plus marquant, c'est ça. Est-ce qu'on lui a donné tout ce qu'il voulait comme énergie pour se faire un bon matelas et résister à son entérite? Et après, il y a un élément négatif qu'ils ont sorti aussi, que je n'avais pas du tout en tête, mais
Je n'ai pas vu dans beaucoup de fermes. Si on supplémente avec du fer, on bloque les mécanismes antibactériens du corps et donc les animaux sont plus sensibles aux maladies bactériennes. Et donc voilà, inscrit dans tous les paramètres d'une ferme, ce qui est le plus important, c'est de nourrir les veaux, grosso modo, à fond la première semaine pour qu'ils ne soient pas tellement malades de leur diarrhée. Et donc, on voit bien ici ce qui se dessine, c'est que certes, il peut y avoir des agents pathogènes qui vont provoquer des modifications de l'intestin ou au niveau des poumons, etc. Mais les maladies ne vont pas se manifester de la même manière, avec la même gravité, suivant le statut nutritionnel des veaux. Et ça, pour moi, c'est capital. On passe à l'étude 2. L'étude 2, en fait, toujours en partenariat avec Rumexpert, qui nous accompagne dans l'aventure. L'étude 2, elle vient de cette question simple. Cette dénutrition qu'on a observée en clinique et qui est fatale pour les traitements, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc, est-ce que c'est la maladie qui a provoqué la dénutrition et donc l'animal s'en sort plus, ou est-ce qu'il était déjà dénutri avant que la maladie se produise? Pour ça, on est allé suivre des fermes. C'est Coraline Dumont-Chassard, interne de l'année dernière, qui a consacré une grande énergie et un temps important à faire cette collecte de renseignements et d'analyses qui nous a permis de faire cette étude qui est vraiment intéressante. Donc, on suit 3 fermes. Dans chacune des fermes, on va essayer de suivre plus ou moins 30 veaux. Et en y allant 4 fois et en demandant aux éleveurs de faire des recensements, on note tous les événements qui peuvent signaler qu'il se passe un processus morbide, une maladie, des traitements, des tests de dépistage, évidemment la mortalité, et on note tout ça. Le but de cette prise de notes, c'est de pouvoir associer ça à toujours des tests nutritionnels avec des paramètres qui sont quasiment similaires que ceux que j'ai développés plus haut. Je vais juste rajouter ici les protéines totales. Donc, ces tests nutritionnels, on va les faire de manière suivie. Donc, chaque veau aura une prise de sang en semaine 1, en semaine 3, en semaine 4, en semaine 8. L'idée étant d'encadrer les principaux événements de maladie dans les fermes. Et donc, on va les suivre et on va essayer de corréler tout ça. Quel est le résultat de cette étude? Vous voyez qu'on a récolté à peu près le nombre de veaux espérés dans chaque ferme, 36 pour la première, 32 pour la ferme B, 34 pour la ferme C. Au niveau de la morbidité, c'est-à-dire, on a considéré qu'un veau était malade s'il avait n'importe quoi qui signifiait que son état de santé n'était pas optimal. De la fièvre, de la toux, un peu de diarrhée, qu'il avait été traité, etc. Et donc, vous voyez que grosso modo, la grosse majorité des veaux, en fait, est traitée pendant les deux premiers mois de vie pour une maladie ou manifeste un symptôme de maladie. Donc ça, c'est important. C'est pas du tout significatif. Il n'y a aucune différence entre les fermes de ce point de vue-là. Dans ces 3 fermes, la majorité des veaux sont malades, plus ou moins, à un moment ou à un autre. En revanche, quand on passe à la mortalité, c'est très différent. Au niveau de la mortalité, la souris qui a disparu, là, hop. Au niveau de la mortalité, vous voyez que 32 veaux malades sur 36 en ferme A, mais il y en a 11 qui meurent. 30 dans la ferme B, il y en a 3 qui meurent. 29 veaux malades dans la ferme C, il n'y en a aucun qui meurt. Okay. Et ça, la différence de mortalité, elle est très significative. Il faut juste rajouter un élément que vous ne pouvez pas voir ici, c'est que le nursing est assez différent. Donc les fermes B et C cocoonent relativement leurs veaux. La ferme A, c'est un élevage à la dure, c'est pas un camp de vacances. Donc il y a un effet ici qui est sans doute propre à cette ferme-là quand même. Je vous montre au niveau nutritionnel simplement l'albumine. Tous les autres paramètres suivent ça, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais vous voyez que l'albumine est un paramètre qui progresse pendant les premiers mois de vie du veau. Donc on a une progression. Mais vous voyez qu'il y a une différence notable entre la ferme qui a eu aucun mort et celle où il y a eu des mortalités, c'est que dans la ferme où il n'y a eu aucun mort, les veaux commencent leur première semaine au niveau où dans les autres fermes, ils finissent après 2 mois. Donc il y a un avance dans le stock de protéines très important. Il peut d'ailleurs faire suggérer que travailler sur les mères et sur leur état protéique pourrait être très important. Et donc vous voyez que cette ferme où il n'y a aucun mort, l'état nutritionnel est bien meilleur, mais il faut quand même constater, si on se réfère à la référence de Rumexpert au niveau de l'albumine dans les troupeaux performants de Wallonie, que le niveau attendu, ça aurait été plutôt qu'on soit au niveau de la ligne rouge.
Donc, il y a quelques veaux qui y arrivent dans la ferme C. Et puis, pour les 2 autres fermes, on en est assez loin. D'accord? Donc, l'état nutritionnel, il a bien évidemment un impact pour le fait que les veaux vont mourir ou pas. Dernière petite chose ici que je voulais mentionner. Vous voyez qu'entre A et B, il n'y a pas tellement de différence au niveau nutritionnel, voire B est peut-être même un tout petit peu en dessous. Mais dans une ferme où vous cocoonez les veaux, en fait, vous allez un peu amortir l'effet de la nutrition. Donc, il faut bien savoir comment vous voulez élever les veaux. Soit vous les élevez à la dure, auquel cas, il ne faut vraiment pas lésiner sur la nutrition. Moi, je vous conseille de jamais lésiner sur la nutrition. Mais si vous voulez lésiner un peu sur la nutrition, il faut compenser par du cocoonage. Sinon, ça marche vraiment, vraiment pas. Alors, ce n'était pas le point essentiel de cette étude. Donc, ici, on rassemble tous les veaux dans une seule cohorte. Ça nous fait une centaine de veaux. Et on les classe par niveau de morbidité. Ceux qui n'ont jamais été vus malades lors des 4 visites, ceux qui ont été vus malades 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ceux qui sont morts pendant l'étude. Vous voyez que la cohorte des 4, il n'y en a qu'un, et qu'en plus, il a des résultats un peu bizarres. Donc, vous verrez dans les courbes, il ne faut pas trop en tenir compte puisqu'il est tout seul. Je ne vais pas trop m'attarder sur la ventilation dans les fermes au niveau des mortalités, etc. Ce n'est pas l'objet. Je veux simplement souligner que nos paramètres nutritionnels, ils ont des répercussions physiques très claires. Vous voyez que le périmètre thoracique en semaine 8, donc à la fin de l'étude, pour les 2 fermes où la nutrition était la moins bonne, il est bas, et que pour la ferme où les paramètres sont plus hauts, les veaux ont mieux grandi. Donc ça correspond à une réalité très concrète. Mais donc si on regarde les courbes nutritionnelles des veaux, en fonction de cette catégorie, est-ce qu'ils ont été peu malades ou très malades, ou est-ce qu'ils sont morts? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on regarde les protéines totales au niveau de leur sang, vous voyez que vous avez la courbe de ceux qui sont morts, qui est la verte. Elle s'interrompt un peu plus tôt puisqu'ils sont morts. Le cas tout seul, celui qui a été malade 4 fois, on ne s'en occupe pas trop. Ceux qui ont été malades 3 fois, on les voit ici en jaune. 2 fois en gris. Ceux qui ont été très peu malades, ils sont ici. Et donc, vous voyez que déjà la première semaine, on peut faire le paquet de ceux pour qui ça ne va pas bien se passer et le paquet de ceux pour qui ça va bien se passer. D'accord? Donc, on les voit déjà. Ça se manifeste déjà. Pareil, si on regarde l'albumine, qui est un des composants des protéines, vous voyez que ceux qui sont en dessous de 18, eh ben, ça là, pour eux, déjà la première semaine, on les voit. Et c'est ceux qui vont mourir ou qui vont être très malades. Le paquet au-dessus, s'en sortira mieux en moyenne. Donc déjà, on les voit, ces veaux qui ne vont pas aller bien. De même pour l'urée, plus l'animal pompe dans ses réserves, plus l'urée est haute. Ceux qui vont mourir, ils ont une urée qui est extrêmement haute déjà la première semaine. Il ne faut vraiment pas croire que ces veaux-là, ils sont morts à cause d'un agent pathogène. N'importe quel petit agent pathogène de seconde zone peut les mettre par terre, d'accord? Ils n'ont aucun moyen de résister. Et je voulais vous montrer, dans ces fermes où la nutrition n'est pas optimale, vous voyez que les veaux, effectivement, même s'ils vont bien, ils font descendre leur stock de protéines de manière assez nette. Alors, il y en a une petite partie qui est consommée, évidemment, parce que ce sont des anticorps qui vont aller combattre des agents pathogènes, ils sont là pour ça. Mais je pense qu'il y a moyen de conserver un taux de protéines bien meilleur. Et en tout cas, si les veaux n'ont pas la capacité de produire leurs propres protéines, quand vous vaccinez un animal, la seule chose qui va le défendre, c'est qu'il va avoir une capacité de produire des protéines de défense, des anticorps ou des protéines produites par des cellules, etc. Donc, s'il n'est pas en capacité de produire des protéines, vous pouvez vacciner tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas, ou très peu. Donc, c'était ça qui était vraiment intéressant dans cette étude. On les voit dès la première semaine, les veaux qui vont se casser la figure. On les distingue déjà sur base de leur état nutritionnel. Et ça, c'est vraiment important. Donc, conclusion, le départ de la vie du veau est extrêmement important. On revient un peu à cette étude où les nourrir très fortement pendant la première semaine les protège. Il faut savoir pourquoi on nourrit les veaux. Est-ce qu'on les nourrit pour qu'ils survivent ou est-ce qu'on les nourrit pour qu'ils soient en santé? Et ce n'est pas du tout le même niveau de nutrition. Il faut bien en avoir conscience. Ce n'est pas parce qu'un veau vit qu'il est en bonne santé et qu'il est capable de résister à des agents pathogènes. Et il y a donc un champ énorme de progression dans la nutrition des veaux. On le voit dans ces 3 fermes, elles sont suboptimales, pas de la même manière. Et donc, il y a vraiment là une amélioration qui, en fait, ne demande pas tellement de changement dans la gestion de la ferme et qui peut rapporter vraiment une stabilité et une assurance pour la santé des veaux. Juste pour revenir aux conditions d'élevage, donc je disais qu'il y avait une ferme où les conditions d'élevage étaient un peu plus dures que dans les autres. Il y a une condition d'élevage à laquelle on ne peut rien, c'est le froid.
Donc les veaux, ils sont très résistants au froid. Il y a plein d'exemples où on voit qu'ils sont pas du tout gênés par le froid, à condition de les nourrir en suffisance. Et ça, c'est très important. Les études, j'en mets une ici, mais il y en a d'autres. Un veau qui est élevé à 10 degrés ou à moins 4 degrés, celui qui est à moins 4 degrés, il va avoir besoin d'apport supérieur de 32%, donc un tiers en plus d'apport nutritif que celui qui est à 10 degrés. Donc voilà, la résistance au froid, ça se fait via la nutrition aussi. Et donc, dans les problèmes respiratoires en hiver, c'est très multifactoriel, les animaux sont regroupés, l'air est humide, etc. Mais il y a aussi ce phénomène-là de nutrition. Je vous mets une photo de pneumonie ici, mais c'est juste illustratif. Par contre, cette photo, c'est un cas réel d'une ferme qui, un peu chaque année, a des problèmes respiratoires. C'est une très bonne ferme, c'est une ferme laitière. Quand on y a été, on était impressionnés, c'était propre. Je pense qu'il traite 250 vaches, tout est nickel. C'était un très haut niveau de ferme. Mais par contre, ça se voyait mieux sur la photo en fait qu'en réalité quand les mouvements sont arrêtés. Regardez ce veau, ce petit veau jersey là. Il est en très bonne santé, c'était le plus vivant du groupe. Il a l'œil creux et on voit tous ses muscles. Il n'a aucune couverture, il n'y a aucune graisse sous-cutanée chez ce veau. Et ces veaux-là, on est en train de leur faire des prises de sang avec les étudiants. Ça se voit ici, on les manipule, on les gêne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'une envie, c'est de se téter les uns les autres, quoi. Ils ont faim, ces veaux. Ils n'ont pas reçu assez. Parce qu'on s'est habitué à avoir des programmes de nutrition où on limite les veaux en espérant qu'ils vont aller chercher du calf starter. On redirait un mot juste après. Dans cette ferme, on y est allé juste pour à titre expérimental, donc j'ai pas eu le suivi, mais il y a quelques semaines après une autre ferme exactement dans la même situation, 150 vaches à la traite, très belle ferme. Et chaque année, le gars avait des problèmes respiratoires. Et chaque année, il faisait des améliorations de son étape, de la ventilation, des conduites d'air, des systèmes de lampes chauffantes réglables, etc. Et donc, il nous appelait parce que, grosso modo, ça marchait pas. Et donc, quand on est arrivé, les veaux criaient, ils avaient faim. Donc, voilà, on a fait notre analyse, on lui a dit, il y a une chose à faire, la première, c'est de doubler la quantité de poudre de lait. Et l'éleveur, il rigolait un peu parce que par rapport à tout ce qu'il avait fait, c'était tellement simple ce qu'on lui disait que ça le faisait sourire. Et puis il doutait un peu que ça fasse quelque chose. Donc il l'a fait. Et un mois après, il nous a rappelé en disant c'est incroyable, mes problèmes ont été énormément atténués par rapport à toutes les autres années. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple, mais il y a derrière ça une potentialité très importante. Dernière partie de ma présentation, juste un rapide focus sur une étude que j'ai trouvée très intéressante, qui compare deux régimes lactés en fait, que je vous présente ici. Les veaux sont nourris avec du lait entier en 2 repas par jour. Et il y en a qui a une nutrition assez classique, 10% du poids du veau. Et le groupe qui a, pendant le premier mois, 20% de son poids en lait. Donc il reçoit 2 fois plus de lait. Okay. À partir de la moitié de la période de nutrition lactée, on le ramène à un niveau similaire aux autres, 10% du poids du veau, et on les sèvre à 50 jours. Je trouvais cette étude intéressante parce que il montre qu'il peut y avoir une dynamique et qu'on peut utiliser les différents aspects des rations dans un même parcours d'un veau et qu'on peut sevrer à 50 jours. Et donc, ça peut faire des économies. Donc voilà, c'est ça le plan. Et on compare le devenir de ces animaux. Alors, très rapidement, ils ont mesuré des dizaines de paramètres, mais je vous donne les principaux. Il n'y a pas photo sur la croissance. Ceux qui ont reçu en noir ici 2 fois plus de lait pendant le premier mois de vie, ils vont avoir une meilleure croissance tout le temps et la différence ne va faire que s'accentuer avec le temps. Je vous rappelle qu'ils ont arrêté leur régime spécial à partir de 28 jours, donc ici. Au niveau du calf starter et du foin, c'est la même chose, mais on va regarder le foin parce que ça se voit encore un peu mieux. Les régimes réduits en lait, ils ont été inventés pour forcer les animaux à manger de l'aliment sec et donc à pouvoir les sevrer plus tôt. Et ce qu'on voit ici que dans la première partie, ça marche. Les animaux qui sont nourris ici avec des points clairs, avec moins de lait, ils vont manger plus d'aliment sec. Donc, de manière comptable, ça marche. Et puis, dès qu'on arrête le surplus de lait, les veaux, ils redescendent en lait, ceux qui étaient en noir ici, on voit qu'ils se mettent à manger la même quantité très rapidement de matière sèche. Et puis, plus le temps passe, et plus ils mangent de matière sèche. Donc, ils vont être meilleurs
Ils ont reçu plus de lait, mais ils vont être meilleurs dans la gestion d'aliments secs. Et c'est eux qui vont le mieux profiter de ça. Tout simplement parce que, si on regarde ici, ils ont mesuré à la fin de l'étude tout le tube digestif, en tout cas des estomacs, le rumen, son poids, la caillette, son poids, l'épaisseur des parois, la longueur des papilles, la densité, etc. Et tous les paramètres de ces veaux-là montrent que ceux qui ont reçu plus de lait, ils ont un tube digestif qui est plus développé. Donc les veaux, il faut leur donner beaucoup de lait au départ parce que c'est ça qui les développe. Et c'est ça qui va les préparer à être des bons ruminants après. C'est pas en les affamant au départ qu'ils vont être des bons ruminants. Et donc ça, je trouve ça vraiment important. Et il y a un dernier truc, et ça va être la fin de la présentation, qui m'a fasciné dans cette étude, dont je n'avais pas conscience, c'est qu'ils ont mesuré les acides gras libres dans le sang. Les acides gras libres dans le sang, ça montre si l'animal est en train de pomper dans ses réserves de graisse. Ils ont mesuré ça juste avant le deuxième repas de la journée. Et vous voyez ici qu'il y a une différence significative. Ceux qui reçoivent plus de lait mobilisent moins de graisse. Mais ce qui est dingue, c'est que cette valeur des veaux qui sont pourtant nourris avec 10% de leur poids vif du lait entier, il y a beaucoup de fermes qui n'y sont pas, ils arrivent à un niveau de mobilisation graisseuse qui est, en fait, c'est pas du tout le même contexte, mais c'est le seuil d'alarme de la mobilisation graisseuse des vaches taries laitières. Donc ça veut dire que c'est significatif quand même. Donc quand on nourrit les veaux que 2 fois par jour, en fait c'est pas assez, un veau il peut-être 10 ou 15 fois par jour, quand on les nourrit que 2 fois, il faut savoir qu'ils vont pomper dans leur graisse, ils seront en bilan énergétique négatif avant le deuxième repas. Donc voilà, on les soumet avec un repas 2 fois par jour, même s'il y a beaucoup de lait, on les soumet à un stress quand même nutritionnel assez important, et j'en avais même pas conscience avant de préparer cette présentation. Ma conclusion, voilà, il faut garder à l'esprit que les veaux, ça doit être des champignons, et il faut vraiment ne pas supporter que les veaux ne grandissent pas à fond. C'est vraiment la condition pour qu'ils soient en santé. Je vous rappelle quelques éléments clés juste pour finir, très rapidement. Un veau peut boire jusqu'à 20% de son poids, d'accord? Donc ils ont des capacités d'absorption du lait très importantes. Attention chez les blancs bleus qui ont des plus petites caillettes, il faut que les repas soient fractionnés. Une vache allaitante, elle doit recevoir une ration pour produire 8 litres par jour, parce qu'on voit des veaux qui sont dénutris avec des vaches allaitantes qui produisent du bon lait, mais en quantité insuffisante. Et enfin, pour les lactoremplaceurs, ce qui est important, c'est la quantité de poudre que les veaux reçoivent par jour. C'est ça qui compte. Et l'objectif, c'est qu'ils reçoivent 2% de leur poids en poudre, c'est-à-dire 1 kg à 1,2 kg par jour. Dans la majorité des fermes, on est plutôt vers 500 grammes. La concentration en poudre peut être augmentée dans les lactoremplaceurs sans problème jusqu'à 160 grammes, ce qui permet de donner beaucoup de poudre avec peu de volume. Et j'en termine ici. Merci à tous pour votre attention en fin de soirée. Merci beaucoup. Il y avait une question, mais Léonard y a répondu. Donc, c'était à propos de l'étude numéro 2. Pourquoi faire des fermes A s'il y avait autant de morts? Donc, mais Léonard y a répondu. Ok, très bien, parfait. Si Léonard m'épaule dans cette mission, c'est plus facile. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres questions.